je vais aller chercher notre invité, qui doit être pas loin. Les chaises hautes. Non, on a décidé de se mettre sur les bancs. Donc voilà, c'est une conférence qui durera environ 1 heure. J'ai préparé des questions pour mener la conférence. La particularité pour ceux qui ont été là ce matin et en début d'après-midi, on n'a pas de production visuelle à vous montrer. Donc ce sera vraiment une conférence comme d'habitude, en rythmant l'échange avec des questions. Et comme d'usage, je laisserai environ 15 minutes, voire 20. Donc je les laisserai pour vous pour poser des questions. Si vous avez des questions à poser à Carole. Je vais aller voir si tout le monde est bien là et si Carole vient. La lumière, ça va? Personne n'est plus bruit. T'as ta boisson aussi, parfait. Oui. T'as pris. J'ai un peu lancé. J'ai été donné. Hop. Ok. Tout à fait, oui, pas de problème. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois aujourd'hui? Ok. Si vous avez besoin de plus d'infos techniques sur l'asso, on a des gens qui font l'accueil ici. On est ouvert jusqu'à 18h, donc nous, on file la conversation jusqu'à 17h. Et vous pourrez trouver des personnes ressources si vous voulez poser tout un tas de questions. Donc, il est exactement 15h05, 16h. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne sur YouTube. Chose importante parce que tout le monde ne peut pas venir sur le lieu. Donc la conférence sera prise en vidéo. Donc ça sera l'occasion un peu de la revoir. On a la chance d'accueillir Carole. Et on va... Moi aussi, tout à l'heure je me suis trompé. Il pleut, il y a du soleil, on ne sait même plus si c'est le jour ou la nuit. Moment très particulier parce que c'est un moment crucial pour les gens bipolaires. Statistiquement, cette période de l'année est compliquée. Bon. Alors, Carole, je vais te demander tout de suite, qui es-tu? Eh bien, c'est une vaste question. Pose bien le... Pas assez Ouais. fait. Ok. Déjà, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être accueillie ici. Quoi de mieux que de faire une crise d'agoraphobie entre soi, finalement, voilà. Pardon. Oui, donc je suis très anxieuse et je vais être un petit peu comme ça au début, puis après ça va bien se passer. Mais voilà, donc c'est pas forcément évident d'arriver dans un lieu où il y a du monde pour moi. Et je suis très heureuse d'être là malgré tout. Et sinon, j'étais humoriste, comédienne. J'ai écrit un podcast qui s'appelle Sous l'océan. Et voilà, quoi dire d'autre? Je vis à Rennes depuis 10 ans, j'ai quitté Paris. Et je suis vraiment contente de rencontrer ce lieu, de vous rencontrer vous. Et voilà, merci. Alors, peut-être, je sais pas, partir par la fin. Tu es l'autrice d'un podcast et d'un compte Instagram qui s'appelle Sous l'océan. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ce podcast? J'ai vu qu'il était très récent, que ça bougeait en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler de ce podcast plus largement? C'est un podcast qui est produit par Marine Bausson, qui est humoriste également, et qui, au-delà d'être humoriste, est mon amie, et qui savait que j'avais des périodes comme ça où je glissais, où je disparaissais un peu
du métier que j'avais et où finalement j'avais du mal à assurer la vie professionnelle. Et donc en fait elle m'a proposé de faire ce podcast pour finalement parler au grand jour de ce que je traversais aussi quand j'étais pas sur scène. Et donc ça a donné lieu à ça, à ce podcast en 8 épisodes qui j'espère vulgarise un peu le sujet pour ceux qui connaissent pas le problème. Et je vois qu'il y a des chiens qui créent ouais, qui déconcentrent tout, ouais, ouais. Et en fait, bon, en fait, ça parle de maladie et de mon métier d'humoriste. Et donc, ça mélange un peu les deux pour exprimer aussi ce que j'ai pu traverser quand j'étais hors scène ou quand j'étais sur scène et que je traversais ces problèmes. Voilà. Et c'est coécrit avec Marie Desrolles. Voilà. Elle m'a beaucoup aidée à avoir du recul sur ce sujet. On connaît ici plusieurs personnes qui sont venues parler justement de leur podcast, de leur compte Instagram. Et souvent, je leur pose la question quelle vertu thérapeutique cela peut avoir, et est-ce que, comme ce travail de comédien, il y a un côté de mettre en scène ses difficultés avec le podcast? Je sais pas si j'ai mis en scène mes difficultés. Je pense que j'ai essayé de donner à voir quelque chose de pas hyper drôle, de façon un peu plus légère, j'espère, pour aussi banaliser, entre guillemets, pas banaliser, mais vulgariser, enfin, juste se dire, bon bah voilà, j'ai des troubles psychiques, mais c'est accepté, c'est à voir, on a le droit, et il y a quelque chose où c'était hyper tabou dans mon métier, alors que quand même on est dans un métier où il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des troubles, je sais pas moi-même, qui peuvent être très toxiques, qui peuvent avoir des comportements qui sont névrosés, mais qui peuvent avoir des comportements hyper toxiques et pas forcément, voilà, et de dire, bah voilà, bien se connaître, savoir qui on est quand on est malade psychique, ça permet parfois d'être moins toxique aussi, de mieux, voilà, et je pense que oui, il y avait un côté aussi où j'avais besoin de faire une espèce de coming out, que ce soit pas nécessaire d'en faire, finalement, de dire je suis qui je suis et j'ai pas à me justifier, mais là je vais le faire un peu, mais pour donner à la possibilité à celles et ceux qui souffrent de n'importe quel trouble psychique, que ce soit une formalité au travail ou dans la vie courante en fait. Et du coup, cette connaissance de soi dont tu parles, et tu évoques le mot toxique qui est beaucoup utilisé, je trouve souvent que ce mot est un peu l'arbre pourri qui cache la forêt pourrie. Est-ce que tu peux préciser ce que tu trouvais toxique dans le milieu dans lequel tu évoluais, et peut-être de ta propre toxicité vis-à-vis, au moins juste de ton travail, tu vois? Bien, c'est vrai que quand, en tout cas personnellement, dans ces trucs de maladie, on peut avoir du mal à lâcher prise. Donc forcément, on est plus sujet au burn-out, on est plus sujet à pas lâcher l'affaire dans les relations ou dans le travail. Et j'ai le sentiment que, je dévie un peu de la question, mais j'ai le sentiment quand même que c'est un métier où, en fait, c'est des relations qui sont exacerbées. C'est-à-dire que être sociable, savoir serrer les mains, être souriant, être toujours un peu au top, comme ça fait partie du jeu. C'est parfois même plus important que d'être très bon sur scène ou bon sur scène. Et ça peut mettre à défaut des comportements, voilà, où par exemple, moi je suis sociable 30 minutes et puis après j'ai besoin de me ressourcer. Et je pense que les gens qui souffrent de troubles psychiques, on est souvent comme ça, et dans ces métiers-là, c'est parfois un peu difficile. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a des gens qui, sans avoir de maladie psychique, prennent pas le temps de s'intéresser à eux-mêmes, de bien se connaître, d'aller chez le psy, de faire des thérapies, etc., pour justement réussir je fais genre, je suis hyper professionnelle, je fais pas attention aux petits chiens, et en fait, de réussir j'ai quand même perdu le fil. De réussir à pas être justement dans des relations toxiques. Quand je dis toxique, je suis d'accord avec toi, c'est l'arbre pourri. Mais en vrai,
c'est pas seulement, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous obligés un peu de travailler sur soi pour pas nuire à ceux qu'on aime ou aux gens qui sont autour de nous. Et c'est pas seulement le travail des gens qui ont des troubles psychiques, c'est ça que... Je sais pas si c'est très clair. C'est trop facile, sinon. Alors, super, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu dis que, bon, quand tu es bipolaire, que tu le veuilles ou non, il va y avoir un travail fait sur soi, parce que on a besoin d'un traitement, on a besoin de tout un tas de choses. Et tu dis aussi, bah, c'est pas juste que le collègue qui n'a pas de maladie psy ne fasse pas un travail sur soi, ne serait-ce que dans les milieux artistiques, sur une forme d'ego surdimensionné que certaines personnes peuvent avoir. J'entendais certains artistes justement parler de ça, c'est que les gens viennent dans des groupes de travail, théâtre et tout, avec tout un tas de ressorts psychologiques nauséabonds, et que parfois, justement, je vois l'injustice que ça peut être. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a présenté qui nous a présenté son bouquin qui s'appelle Et c'est moi qu'on enferme. Je ne me souviens plus du nom de la. Bon, ça m'échappe aussi. Ouais, c'est nous qu'on enferme. Il y a une forme d'injustice. Et comment tu as fait pour partir sur justement sur cette injustice qu'il peut y avoir? Est-ce que ça a nourri ton univers créatif? Oui, oui et non, c'est-à-dire que là, quand même, je dois admettre que ça fait quand même 10 ans que je fais plus ce métier, je suis devenue agoraphobe, je suis hyper anxieuse sociale, j'ai beaucoup de mal à me trouver face aux gens, c'est difficile pour moi d'aller montrer mon travail parce que je vais être dans des situations de fragilité, ou voilà, donc je peux pas dire que pour l'instant ça me nourrisse complètement, mais je tends à voir et j'observe d'une autre façon aussi, et je pense que ça va motiver et ça va modifier ma perception des choses, de comment j'observe et donc comment je joue, parce que ça c'est sûr que c'est ce qui nourrit mon travail, c'est d'observer et de mettre à vue des choses et des comportements qui me saoulent. Donc forcément oui, de ça, pour ça oui. Et est-ce que tu dirais que c'est super dur de rester patient vis-à-vis de choses qui peuvent nous attaquer sans que ceux qui nous attaquent ne s'en rendent compte ou même considèrent que le rapport qu'il peut avoir avec quelqu'un qui a un trouble psy, je trouve que parfois il est un peu biaisé euh, par le fait que la personne ne connaisse pas les troubles psy ou que la personne ait beaucoup moins d'empathie. Je sais pas où je vais dans ma question, mais, Non, mais je crois que tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce qu'on a tous et toutes vécu des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, où le simple fait de dire à une tierce personne ah, elle m'a saoulée, elle est bipolaire, c'est sûr, voilà, c'est foutu, cette personne. Ah, mais comme ça, le lien, il est rompu en 2 secondes, et ça donne raison à la personne, sans qu'elle travaille elle-même sur son lien qui était peut-être potentiellement toxique. Moi, je dis pas, hein, j'ai parfois été vraiment pas bien et malade, et j'ai généré aussi des relations forcément pas très bonnes, mais ce que je dis juste c'est que simplement c'est trop facile de dire aux gens qui sont malades psychiquement c'est à toi de régler absolument tout, le schéma familial, le schéma des relations personnelles que tu as, etc. Et effectivement je crois pas que ce soit le fait qu'on se sente en marge parfois, je crois pas que ce soit une bonne réalité. C'est pas la vraie réalité. Je pense que sinon on serait pas nombreux comme ça à parler des maladies psychiques. On s'entend quoi. C'est quelque chose qui est quand même courant, et c'est pas ouais, bref. Non, merci, je comprends bien ta réponse, même si ma question n'était pas très claire, mais tu as répondu largement de ce que j'espérais de ma question. Comme, en fait, j'ai l'impression qu'avec ton podcast, tu as un peu remis le pied à l'étrier, parce que pour l'avoir écouté, il y a quand même beaucoup d'humour. Et justement, je voulais parler de ça. Moi, je voulais parler d'humour. Je voulais parler du côté un peu clownesque que les handicapés peuvent avoir. Et je voulais justement aborder sur ce côté toxique aussi que peut avoir l'humour à outrance. Et je voulais, parce que toi, tu as amené le truc à l'apogée, c'est-à-dire le stand-up. Et comment l'humour a été un moteur pour toi. Et est-ce que parfois, en demi-teinte, l'humour était aussi un problème pour toi? C'est la question un peu ambivalente, clown heureux, clown triste.
Bah oui, c'est un peu vrai, hein. Moi dans la vie privée, les gens ils me disent mais t'es humoriste toi, t'es pas drôle du tout en fait. Je suis pas drôle, moi le métier d'humoriste c'est un métier, hein. Je suis drôle sur scène, en dehors, vas-y, je suis dépressive, y a pas de... C'est sûr que... Ils t'ont dit que t'étais pas drôle. On me dit tout le temps, ma soeur elle est là, elle dit, je suis pas drôle. Hein. C'est extraordinaire, ça. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut faire rire un public de 30 personnes, je suis obligé. Moi, je voulais un peu te poser quand même des questions, alors tu me dis si ça te va ou pas, sur un peu les casquettes artistiques que tu as eues dans ta vie. Les chevaux que tu as montés, c'est-à-dire, tu as fait du stand-up. Est-ce que tu as écrit pour le stand-up ou plus largement? Est-ce que tu as joué devant une caméra? Est-ce que tu as joué des pièces de théâtre? J'avais l'impression que tu étais quelqu'un un peu de multipotentiel. On parle souvent de ce mot très barbare, qui veut dire en fait artiste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire artistique? Et qu'est-ce qui aurait pu te motiver à faire de l'art depuis longtemps déjà? Parce que j'ai vu que tu apparaissais sur des vidéos qui datent d'il y a 15 ans déjà. Je pense que... J'ai déjà oublié la question. Plus simplement, je suis fatigué, du coup je fais des questions longues. T'imagines, je fais des questions longues parce que je suis fatigué. Non, je vais faire plus simple. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'art? Pourquoi c'est salvateur? Plus simple. Beaucoup de choses, voilà. Mais après, ce qui me plaisait dans l'humour, c'était ce truc de pas se prendre au sérieux et tourner au ridicule des situations qui parfois m'avaient oppressée. Donc je pense que c'est ça qui était vraiment mon truc. Après, je pense pas que je puisse dire que je faisais vraiment du stand-up. Je faisais plutôt du one-woman show, vraiment, avec ce truc un peu de sketch. Et il y avait des moments où je pouvais parler au public, mais c'était souvent du quatrième mur aussi. C'était ça que j'aimais bien, c'est-à-dire pas intégrer le public à ce que je raconte pour justement donner à voir une histoire. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Après, tout le monde est un peu artiste en vrai, hein. Il suffit de déployer un peu le truc, soit en dessin, en peinture, enfin je veux dire, quand on s'exerce, ça fait ça. Mais moi je pense que, oui c'est ça, c'est donner à voir des situations oppressantes qui m'ont fait de la peine ou qui m'ont, voilà, et tourner en ridicule des situations en fait, hein, c'est ça. Et quand même, dans quelques jours c'est la journée mondiale de la bipolarité, lundi. J'aimerais détacher quand même l'artiste du bipolaire, on va dire. Ta bipolarité, elle était... Je crois pas que ça se détache pas du tout. Ouais. C'est vrai que c'est pas comme des Legos, tu vois, genre c'est... C'est pas comme je suis plus bipolaire, je suis maintenant grand guignol. Celle-là, on me l'avait pas faite depuis la maternelle. Merci. Toi, ton diagnostic, il arrive à un moment de ta vie où tu es déjà artiste, où tu es arrivé sur scène avec ce lourd diagnostic. C'est pas indiscret. Hein. Non, c'est pas indiscret. J'ai découvert que j'étais bipolaire alors que j'étais en train de... Enfin, en fait, j'étais hospitalisée en 2011 et ça faisait déjà 3 ans que je faisais ce métier. Ça commençait un peu à marcher et du coup, j'avais beaucoup de stress, j'avais beaucoup d'envie. Ça venait de loin, ça venait de très très loin, donc j'avais vraiment envie que ça fonctionne. Et en fait... en 2011, j'étais hospitalisée suite à... j'ai carrément fait une bouffée délirante, je sais pas, une phase maniaque aiguë délirante. Il y avait... c'est pour l'anecdote, j'étais en tournée à Royan et en fait, je devais jouer devant une salle sympa. Hein. À l'époque, pour moi, c'était vraiment génial, il y avait beaucoup de monde. Et en fait, le programmateur, et c'est mon ami qui nous avait programmé, qui m'avait dit ça, il était un peu flippé parce que tu jouais avec les chocobons en coulisses comme si c'était des petites fusées. Et il fallait le rassurer sur le fait que dans 5 minutes, tu allais monter sur scène et que tu allais gérer. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais vraiment complètement loin. Mais une fois sur scène, j'ai été hyper concentrée pendant 10 minutes. Et elle m'a dit que c'était un peu impressionnant parce que tu fais n'importe quoi en coulisses. Et sur scène, tu as fait une standing ovation. Après, dans le train, sur le retour, les gens dans le train, ils ont voulu mettre la sirène d'alarme parce que j'étais complètement... j'étais cinglouche, comme on dit. Voilà. Et en fait, arrivé sur le quai, il y avait ma sœur notamment qui m'attendait pour aller à l'hôpital psychiatrique. Et donc, quand je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique, on m'a diagnostiqué bipolaire. Parce que là... Salut Myriam. Trouvez une place pour cette Myriam, s'il vous plaît. C'est une amie humoriste qui est... Il y a de la place devant, madame l'humoriste.
Bonjour. Nous parlons de choses légères avec un ton lourd. Et donc en fait, voilà, et donc en fait, je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique. Bon, moi j'étais, voilà, j'étais bien on fire, quoi. Et en fait, on m'a diagnostiqué bipolaire, et dans la foulée, bah, j'ai eu du mal à l'accepter. Et j'ai eu du mal à l'accepter, et surtout du jour au lendemain, ma pote, ma pote Candy, elle savait que j'étais hospitalisée, ça se gardait un peu dans un écrin, comme ça, personne n'était au courant. Sauf que, en attendant, bah, il y avait des projets qui tombaient et que je pouvais pas honorer, notamment Bref, donc j'ai eu un seum qui a duré jusqu'à, je pense, il y a 5 minutes. Et en fait, voilà. Et donc ça, c'était vraiment les espèces de trucs où, à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais te dire, en fait, que je suis bipolaire, hein, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est trop lourd à porter de pas dire les choses, de pas admettre que, voilà, que... J'ai pas la fin de cette phrase. Et j'ai pas le début d'une autre. Non, moi j'ai envie aussi qu'on parle de... T'as l'air d'être quelqu'un de très ambitieuse. T'as visé des trucs très ambitieux dans ta vie quand même, parce que pour remplir une salle, c'est pas facile. Il faut avoir un talent plus que reconnu. Il est difficile de reconnaître soi-même son talent parfois aussi. Moi je voulais parler justement des fiertés que t'aurais pu avoir dans ta vie. Et là, tu m'as fait penser aussi au deuil de certaines activités dont tu avais. Donc en essayant de poser un regard, même s'il y a maintenant 6 minutes, tu n'as plus le seum. Bon, bref. Est-ce que tu as eu des fiertés, des choses dont tu as été fier? Et aujourd'hui, avec tes nouvelles activités, est-ce qu'il y a des choses qui te rendent fier et qui te permettent de garder cette même ambition que tu peux avoir ancrée en toi, j'ai envie de dire? Bah, quand on a trouvé sa passion, c'est déjà parfois un peu difficile de se trouver soi par rapport à ça. Mais je pense que jamais je pourrais lâcher l'affaire par rapport au théâtre et par rapport à la scène. C'est évidemment beaucoup plus difficile maintenant, actuellement, mais ça ne veut pas dire que voilà, il y a des choses à faire, notamment par rapport à l'EMDR, que j'ai fait un peu, truc d'agoraphobie, tout ça à régler, etc. Mais c'est juste une modification de ce que je voulais faire, mais de la façon dont je devais le faire, je sais pas trop comment dire. Et l'ambition d'être sur scène avec les gens, de partager des choses avec les gens, elle est toujours là, il n'y a pas de... Après, je sais pas, là, mes activités actuellement, c'est faire de l'aquarelle et passer du temps au téléphone avec les copines. Hein, là, depuis quelques temps, j'avoue que c'est quand même compliqué, quoi. Faut pas... C'est quand même un peu compliqué. Mais bon, après, je pense que les trucs d'hôpitaux psychiatriques, les cliniques, etc., je pense qu'il y a des choses qui stabilisent aujourd'hui, qui me stabilisent aujourd'hui. Et je tends à aller vers des choses où justement d'être sur scène et de jouer, ça me coûte pas ma santé mentale en fait. Ça me coûte pas le lien aux autres dans ce métier, la mise à nu entre guillemets qu'il peut y avoir dans les sketchs et dans les trucs qu'on dit, etc. Ça me met pas en échec personnel pour pouvoir continuer à le faire, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Si, très bien. Mais en fait, j'ai tout compris. Pas tout le monde, c'est pas très clair. Nous acceptons collectivement un chèque et la carte vitale. Ah, la carte vitale. Bah justement, t'as quand même refait un podcast. On t'entend faire des blagues dans le podcast. On en reparlera d'ailleurs parce qu'il y a d'autres questions là-dessus. Tu es en train de dire que je refais des blagues de mon podcast devant tout le monde. Comment on dit copy comics bipolaire? Pas du tout. Non, tu as une fraîcheur de dingue. On sent vraiment l'humoriste qui est là. Merci. Et où j'en suis, moi? Ouais, donc en fait, t'as pas fait. Voilà, c'est ma question. C'est que t'as vu, t'es rentré dans les grandes instances de la psychiatrie, comme beaucoup ici, avec une annonce diagnostique, tout tas de choses. On a tous une gorgée. Ouais, c'est ça. Et est-ce que, par exemple, t'as un psychiatre qui t'a dit ah non. Non, Carole, non, Niette, tu pourras plus jamais être comédienne, tu pourras plus jamais faire du stand-up. Est-ce qu'il y a eu un plus jamais et est-ce que tu as voulu te challenger? J'en ai entendu des plus jamais, ça c'est vrai. J'en ai entendu des plus jamais, j'ai entendu des... Je me souviens, j'étais à l'isolement, donc c'était pas fun.
Et en fait, comme j'étais en trouble maniaque, psychotique, etc., j'étais... Donc, je pétais les plombs pour qu'on m'ouvre, bien sûr, comme n'importe qui. Mais je jouais beaucoup un sketch que j'ai joué dans un spectacle qui s'appelait Borderline. Et je jouais mon sketch du pigeon. En boucle. Donc les infirmiers, c'est fatigant. Et en plus, j'étais pas à Paris parce que j'avais été hospitalisée à Rennes et je savais pas où j'étais vraiment en fait. Voilà. Et donc le jour de mon anniversaire, de mes 35 ans, super, il y a l'infirmier qui est arrivé avec une tisane et qui m'a dit nous on est dans des conditions de travail qui sont pas folles. Normalement j'ai pas le droit de venir seule vous voir à ce moment-là, mais vous avez un anniversaire tellement claqué, voilà, il m'a apporté la tisane et il m'a dit par contre bien sûr vous avez souffert d'être là, je suis contre ces méthodes de soins, mais votre sketch du pigeon il est marrant. Et franchement lâchez pas l'affaire. Et je me suis dit lui qui dit lâche pas l'affaire, c'est mieux que d'autres qui disent allez c'est foutu. Fais gaffe parce que je vais demander le sketch du pigeon moi. Bon, on l'aura à la fin. Je n'ai pas joué depuis l'isolement donc je sais pas ce que ça je tiens quand même à parler de choses très lourdes et très pesantes, mettre une chape de plomb collective. Parlons, il y a quelqu'un qui a fait un festival sur la santé mentale en accentuant, je sais pas comment, en mettant l'accent sur la pop culture. Tu vas forcément être quelqu'un qui aime bien la culture musicale, cinématographique, littéraire. Et je voulais t'entendre en parler peut-être d'une figure, bipolaire ou non, qui t'a beaucoup inspiré dans ton métier et qui t'a permis aussi de rêver, peut-être quand tu étais plus jeune, à faire ce genre de choses. Bon depuis que j'ai découvert qu'il était proxénète et violeur, c'est sûr que je suis beaucoup moins fan, mais voilà. Donc je vais même pas le nommer. Proxénète et violeur. Ah ouais, horrible, j'étais tellement déçue. Bref, même pas le mentionner. Un acteur, bref. On est tellement déçus en ce moment. Qui ça C'est Alexis. Philippe Cobert. Le daron dans Marcel Pagnol, j'étais dans La gloire de mon père, j'étais tellement déçue. J'aimais beaucoup son travail de seul en scène. Les hommes sont décevants en général. Pas toujours, mais là quand même, voilà. Mais là ça commence sinon j'avais un vrai truc. En fait, c'était pas forcément des comédiens, mais c'était vraiment des gens qui aiment la scène. Donc c'était des gens qui... Genre par exemple les shows de Beyoncé, moi je suis hyper fan. Voilà. Louis de Funès, j'adore. La danse de Rabbi Jacob, je l'ai fait peut-être 2000 fois dans mon premier spectacle. Jim Carrey, il déchire. Il déchire. Il est bipolaire. Oui, il est bipolaire. Tellement bien. Et alors, Beyoncé, elle est bipolaire ? Non, on aurait tellement aimé, mais non. Ce serait trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Comment tu vois justement cette maladie bipolaire que parfois on associe à une créativité extrême, des gens qui disent que les bipolaires sont des génies à juste titre. Toi, comment tu vois cette maladie ? Est-ce que cette maladie est un moteur ou elle est uniquement un frein ? Et qu'est-ce qui... Les deux, hein, des fois c'est vraiment difficile d'avoir des relations amoureuses, amicales, quand on est un peu, quand on n'est pas stable. La stabilité, ça apporte pas tout, il faut vraiment travailler sa personnalité aussi. C'est pour ça que je dis, les gens névrosés qui n'ont pas de maladie psychique, aller chez les psys, sérieux, franchement, c'est bien aussi de travailler comment on est avec les autres, etc. Après, les phases hypomanes et les phases maniaques, on va pas se mentir, l'accélération, elle est motrice, mais en aucun cas, elle crédibilise une forme de génie ou quoi. Hein. Moi, je peux vous faire lire mes textes de quand j'étais en phase hypomane vénère. Franchement, c'est pas bien du tout. Hein. C'est pas... Même si on s'en fout, je vais donner mon point de vue. Avec tout ce temps, d'ailleurs, on a été diagnostiqué à peu près en même temps, en 2016. Mais c'est toi, C'était en 2011. En 2011, t'as dit ? Ah ouais, moi c'était 2016. Moi, en fait, j'ai envie vraiment d'un gros coup prendre la bipolarité comme une maladie invasive qui joue contre nous. Et moi, c'est vraiment cette découverte, par contre, d'un autre diagnostic qui est l'hypersensibilité. Et pour moi, là, en ce moment, je suis dans une quête de comprendre cette hypersensibilité qui est totalement lâchée, en fait. On nous aide absolument pas là-dessus. Bipolarité, oui, on arrive à vivre parfois avec,
mais je trouve que c'est pas du tout creusé cette hypersensibilité. Et est-ce que toi t'en as entendu parler et est-ce que tu te considères dedans? Bon, moi, je pense qu'on est tous un peu, plus ou moins, de toute façon, par les psychopathes, parce que, bon, voilà, ils sont... Bref, pardon, et en Non, fait... les psychopathes, non, mais je tiennent pense- le bar là-bas. Ils sont pas admis ici. C'est psychophobe comme blague, c'est très grave. Non, mais en vrai... Psychophane. Psychophane. Non, mais en vrai, je pense que je pense que ça... L'hypersensibilité, c'est vrai qu'on en a. On va être beaucoup plus empathique, on va voir ce que d'autres voient pas sur ce plan-là. Et ça, c'est du genre, ouais, parce que je vois des gens partir, tu vois, je me dis... T'avais le micro quand ils sont partis? Ouais, c'est pour ça. C'est de ta faute. C'est de ma faute. Exactement. Et ouais, l'hypersensibilité, machin. Après, moi, ça m'avait fait plaisir une fois parce que j'étais avec ma soeur et mon copain et on jouait à un peu les. Tu préfères ça ou ça? Et c'était que des trucs horribles à chaque fois. Et c'était que des trucs horribles, vraiment horribles. Et à un moment donné, je dis bipolaire ou pas bipolaire? Et les deux, ils m'ont répondu bipolaire. Et ça m'a fait plaisir parce qu'ils me connaissent bien. Franchement, enfin, voilà, c'est pas forcément facile de vivre au quotidien mes interrogations, mes trucs, mes machins. Et je me suis dit qu'en fait, on pouvait être assez fiers d'être qui on est, parce qu'on est un peu fun. Ah, merci. On est fun. Non, c'est pas le moment de taper dans les mains. Mais pourquoi pas? Et il y a encore beaucoup d'écueils que nous allons faire. Oui. Il y a encore beaucoup de faux pas. On était trois. On était trois. Et bien justement, soyons fous, parlons de la folie. Est-ce que toi, tu considères que quand même t'as vécu genre t'as tangenté une folie qui est quand même impressionnante, qui est l'accès-maniaque. Et est-ce que tu as appris à apprivoiser ça, rejouer au fusil avec les chocobons, en sachant pertinemment que c'est des chocobons et pas en refaisant le 2001 Odyssée de l'espace? Est-ce que comment t'improvises la folie en fait maintenant? Parce que quand on écoute ton podcast, c'est quand même des trucs fous, très Non, mais drôles. je pense que les phases maniaques, c'est horrible parce que s'il y a des gens qui ont vécu ça, je le suppose. Voilà, mais en fait, t'es vraiment en double truc, quoi. C'est-à-dire que tu vois vraiment que tu perds les commandes du truc en hystérie, enfin, je veux dire, en accélération aiguë de fun, alors qu'à l'intérieur, t'es trop mal, quoi. Mais donc ça, j'ai pas eu un souvenir très, très fun de ça. Mais les phases hypomanes, les phases où on peut être assez actif, assez prolifique, assez dans l'échange, à avoir un espèce de truc un peu social où on est très pertinent, ça, c'est difficile de faire le deuil, entre guillemets, de l'euphorie de ces moments. Mais je pense qu'une fois stabilisé, quand on se connaît bien, je trouve que c'est quand même un peu fun d'avoir ce truc un peu... je trouve quand même, en vrai. Et parfois, C'était ça la question. ouais, mais non, mais si, mais sur ce truc d'avoir repoussé l'horizon de la folie, est-ce que essayer de tenter de revenir sans le niveau d'énergie, mais plus mentalement en pensée ou en écriture, aller retangenter ça, est-ce que tu trouves que rétrospectivement aujourd'hui, tu arrives à par exemple parler de tes crises ou faire mimer la crise sans que ça t'impacte? Eh ben, j'y suis pas encore, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai mis une distance sur cette souffrance, en tout cas sur ces périodes-là, sur moi qui suis aussi difficile à vivre pour les gens qui sont autour de moi. Donc ça, j'ai mis une distance par rapport à ça que je pourrais peut-être être amenée enfin que je pourrais peut-être recréer par rapport à ça. Mais je sais aussi qu'on peut ne pas revenir de ces états-là. Je sais aussi qu'on peut rester un peu... moi, je sais que je suis restée un petit peu perchée, comme à la maison perchée. Voilà, je suis restée un petit peu... voilà, et c'est très bien, ça me va d'être comme ça. Mais je sais qu'on peut ne pas revenir, ça c'est très triste, je trouve. Des gens qui, ouais, malheureusement, restent Oui, bloqués. oui. Pour ceux qui sont allés à l'hôpital, on en voit des gens un peu bloqués. Malheureusement, on pense aux gens qui peuvent pas venir, pas comme on est ici, pas venir oui. ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on va revenir sur Sous l'océan avec une question toute bête. Pourquoi tu l'as appelé Sous l'océan? Parce que c'est en référence à un sketch que j'avais, où en fait, je parlais en fait des situations embarrassantes que je pouvais être amenée à vivre, et où je disais que je me plongeais sous la mer à chaque fois qu'il y avait un truc qui me déplaisait ou qui me mettait en situation d'embarras.
ou de gêne, ou de honte, etc. Mais je disais, parce qu'on me dit souvent, ouais, mais le ridicule ne tue pas, ouais, mais quand même, je morfle beaucoup. Et donc j'amorçais un peu comme ça. Et donc en fait, je plongeais sous l'océan comme ça à chaque fois. Et en fait, ma pote Marine Baosson, qui a produit le podcast, elle m'a dit, ce serait bien qu'on fasse un podcast où tu parles justement du moment où tu plonges sous l'océan, mais upside down, quoi, quand c'est pas drôle, en fait. Raconte-nous quand c'est pas marrant, en fait. Et c'est comme ça que ça s'est appelé comme ça. Une question encore subsidiairement posée. T'aimes bien être dans l'eau? Genre, Oui. c'est un délire. Est-ce que t'aimes bien genre être sous l'eau? Oui. Ouais, moi aussi. J'aime bien pas faire de l'apnée, mais en fait, genre, putain, j'ai plus aucun problème, aucune anxiété. Genre, vraiment, l'eau est un ressort très puissant. Oui, très très important. Moi, je voulais parler du thon. Du thon mayonnaise. Non, pas du thon mayonnaise. Non, du thon abordé dans Sous l'océan. D'ailleurs, on vous redira comment accéder au compte Insta et au podcast. Le ton corrosif que tu as quand tu parles des blouses blanches, qui me fait beaucoup rire. Je rappelle que à la Maison Perchée, notre troisième pilier, c'est de faire bouger les lignes en psychiatrie. Je trouve que tu en parles très bien. Et moi, je voudrais que tu nous parles un peu de ce ton un peu corrosif vis-à-vis de la blouse blanche. Bah, déjà, ils sont tout le temps en transmission, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais c'est très agité là-dedans. Donc on peut jamais leur demander un truc. Non, mais en fait, on sent quand même qu'il y a un gros problème de leur côté aussi, hein, qu'ils sont pas assez formés, ils sont pas assez nombreux, ils sont pas assez payés, ils travaillent trop durement, ils sont face à des situations parfois qui peuvent pas vraiment gérer en réalité. Ou c'est juste des humains qui aident d'autres humains, mais c'est pas toujours très, voilà. Et parfois, je trouve que bon, il y a des très bons psychiatres, il y a des très bons infirmiers, mais il y en a quand même, c'est quand même une catastrophe. Et je trouve que il y avait un moment, j'ai trouvé que, en fait, quand moi j'étais soignée, quand j'étais jeune, parce que j'ai fait des crises quand j'ai eu 18 ans déjà, et en fait, quand j'avais 18 ans, et en fait, les infirmiers, ils étaient formés à la psychiatrie. C'était genre une ambition, c'était un souhait de faire ce métier-là, et ça se sentait en fait dans les soins qu'ils étaient déterminés à faire en sorte que les gens aillent bien et que la psyché soit sauvée. Là aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même déjà gros problème de budget, c'est comme l'école, c'est délaissé, c'est pas juste, etc. Mais en plus, il y a quand même des infirmières qui sont pas là, qui sont pas au bon endroit en fait, qui sont dans un système de domination. Où ils ont l'ascendant en fait sur le traitement, sur les corps, sur la psyché, etc. Et ils en profitent de façon abominable. Et franchement, on n'est pas là pour parler des trucs hardcore, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui savent à peu près de quoi je veux parler. Et c'est vrai que ce serait pas mal de mettre un peu de lumière sur ces lieux, parce qu'il y a des très bons infirmiers qui peuvent pas travailler comme il faudrait, des très bons aides-soignants, des très bons... même les agents d'entretien, ils ont un rôle de fou là-bas à aider les gens, à soutenir, etc. Et parfois, voilà, ça c'était mon petit... Mais les blouses blanches, ouais, je le dis pas comme ça, mais il y a une lenteur là-bas et en même temps une rapidité, je sais pas, je comprends. Il y a un truc où nous, on vit dans un monde hyper lent, où tout est régulé avec les repas et les sorties en salle fumeur. Et par ailleurs, eux, ils sont dans une agitation, on dirait, qui n'est pas du tout dans notre sphère, en fait. Ils sont dans une agitation administrative qui ne devrait pas avoir autant de place. Bah ouais, donc t'en parles de manière grave et sérieuse, parce que on a tous remarqué, t'as un infirmier, dès que tu lui demandes un truc, t'as l'impression de lui voler quelque chose, tu vois. Si tu lui demandes 200 Pas balles, tous, c'est ouais. sûr que... Mais de quoi tu demandes? Après, si tu demandes 200 balles, peut-être c'est normal aussi. Je demandais juste une cartouche de camel, c'était pas déraisonné non plus. Non mais oui, malheureusement, nos amis les infirmiers et infirmières vivent malgré eux une forme de déshumanisation. À travailler 10 ans dans ces endroits, d'un coup, ton empathie, ta motivation d'aider diminue et se corrode. Donc ouais, tu vis des trucs un peu inhumains.
pareil Et pour par moi. exemple, pardon, je t'ai coupé. Pareil pour moi, l'ISO. Ça, c'est vraiment le truc. Vraiment, je pense qu'on peut passer à. Enfin, on peut faire autre chose. Mais quoi, tout vraiment, est, c'est tout sûr. est, tout est violent pour tout le monde. Tout est violent pour avoir une place, tout est violent pour demander quelque chose. Tout est violent pour tout le monde. C'est parfois une violence sans nom, vécue par des gens tellement résilients qu'au final, on se rend pas compte. Au final, quand tu sors de l'hôpital, il est frais comme un gardon. Bah non, en fait, c'est compliqué. Je check ma montre. Est-ce que quelqu'un a l'heure? 40. 38. Ouais, 48, j'ai eu peur. 38 petites. Ouais, alors j'ai vu des vidéos d'il y a 10-15 ans sur 7, ça m'a fait marrer. Grand écart, quand même. Tu sais encore faire le grand écart ou pas? Non, c'est Attends, parce que là, on attend, hein, parce qu'il va y avoir le pigeon après. Hein. non, je peux pas. Te blesse pas, te blesse J'ai un pas. limbe à gauche, je suis une dame Non, il y a un âgée. truc. Il y a un truc qui m'a fait grave rire, c'est ton animal totem. Est-ce que c'est toujours le même? Tu te souviens de ça? Le loup-garou. Voilà, le ouais, c'est vraiment ça, genre quelqu'un de tout gentil dans le village qui se transforme en fait en bête C'est ça. sauvage. Bah, je trouve que oui, ouais. Non. Pardon. Tout va bien. Ouais, tu vois. Je suis ingénieur, tout va bien. On va passer aux questions. Oui. Parce que les miennes, bon. Bah, c'est trop bien. Est-ce que quelqu'un Merci tout de suite. beaucoup, Ouais, bah merci à toi. Bah, tu vois, on peut applaudir collectivement. Voilà. Il y en a qui sont dans le canapé, il y en a qui sont sur le banc, il y en a par terre qui s'occupent des chiens. Merci beaucoup. La garderie est là. Parfait. Avez-vous des questions? Non? Bah écoute, parfait. Au revoir. Myriam, comme par hasard. Bonjour. Alors, bonjour. Vous pouvez même vous lever, vous êtes comédienne. Jouez-nous la question, s'il vous plaît. Alors, en vrai, j'ai une question auquel Carole on en discute régulièrement. Mais je sais pas, est-ce que les gens, moi j'ai une question aussi aux gens, est-ce que les gens connaissaient Carole avant qu'elle passe sur le podcast? Parce que là, on parle d'une personne, les conséquences de la maladie dans sa vie professionnelle. Moi qui ai commencé en même temps que Carole il y a des années en tant que plein de gens, faut que vous sachiez que vous avez en face de vous la meuf la plus drôle. Non mais c'était incroyable comment de Daniel Auteuil au point virgule, tout le monde n'avait que Carole Guinel sur les lèvres. Et ça a été une joie pour certaines humoristes méchantes qu'on connaisse que Carole est... Des noms. On peut le dire? Non. On peut le dire? Non. On s'en bat les couilles. Non. On est dans une safe place. Non, c'est filmé sur YouTube. Si tu commences à taper. Si tu commences à taper. Label Madani a été ravie que Carole Guinel puisse sortir un peu. Elle gagnait tous les festivals d'humour. C'était, pour moi, en plus, une source d'inspiration. Une personne aussi forte, avec un charisme. Et d'ailleurs, tu en as parlé au début de ton spectacle, il s'appelait Maniaque. Avant que tu saches ton diagnostic, c'est quand même fou. Non. Bon, ma question est la suivante. Carole, Vas-y. quand remontes-tu sur scène? Carole, quand remontes-tu sur scène? Tu es considérée comme l'humoriste la plus drôle de l'univers par Bah, ta quand on a collègue. des amis comme Myriam, par Mais exemple, non, vous mais voyez. je suis pas ton franchement. amie, là, je suis obligée. Ok, rupture amicale, lien toxique, ok, ça va. Fais preuve d'humilité, s'il te plaît. Merci Myriam. Je sais pas, mais je vais fixer une date, ça marche. En fait, pardon, hein, c'est pas pour le mettre en avant, c'est vraiment pour qu'on se rende compte l'avant-après, comment elle a disparu du jour au lendemain à Rennes, alors qu'elle avait encore des dates de spectacle prévues, qu'elle remplissait des salles. T'as parlé de Bref tout à l'heure, mais c'était l'humoriste numéro 1 et du jour au lendemain, on l'a plus vue. Et évidemment que c'est encore plus compliqué quand on fait un métier qui dépend. Ouais. Enfin bon, bref. C'est pas Bigard, l'humoriste numéro 1, normalement? Bah non. Bah non. Alors, Non, bah, j'espère Réponds. que sur scène, c'est sûr que c'est une mise en valeur tellement puissante que tu viens de faire, c'est tellement gentil. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, merci Si, beaucoup. si. Non, mais merci beaucoup, et je vais essayer de remonter sur scène et justement de parler aussi, d'inclure qui je suis quand je suis pas. Enfin voilà, de dire aussi, enfin, que ce soit. Comment dire je sais pas comment dire ça.
Je vous regarde vous, comme si vous allez me... La dame derrière aussi, je la regarde. Non mais en fait comme si... Je sais pas, comme si... J'espère que je pourrais... Je pense que quand j'ai fait les premières dates, quand je jouais avant, je mettais de côté le fait que j'avais des troubles psychiques. Mais peut-être que là, je vais pas le faire. Voilà. Donc peut-être ce sera plus facile, et finalement. Donc merci pour ta question, donc ce sera bientôt. Merci. Moi, j'ai une question pour le public subsidiaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut perdre son humour? Oui. Oui. Même après de gros deuils, tu peux perdre ton humour, hein, tu Oui. vois, c'est possible. Oui, bah oui. En tout cas, on n'a pas l'impression que tu l'as perdu Bah il revient. au galop, j'espère. Oui, j'avais perdu. Qui voulait poser une question? Ouais. Vas-y, bah, désolé, fallait être assis devant. Désolé, hein. Pardon, hein, je reste humain. Tu disais que tu as été diagnostiqué en 2011. 11. Et en fait, moi, je voulais savoir quel âge tu avais en 2011. Et du coup, quel âge tu avais quand tu as eu ton diagnostic et comment tu avais fait avant, parce que tu étais comédienne. Mais j'imagine que tu avais déjà des troubles psy avant et qu'ils étaient déjà manifestés. Et comment tu as fait pour peut-être, je sais pas, garder ça dans une certaine boîte, réussir à être comédienne et puis jusqu'à 2011, on va dire, réussir à gérer en fait la carrière et tout avec les troubles psy en même temps. Et voilà, et jusqu'à quel âge tu as réussi à tenir un peu comme ça, j'imagine un peu sur le film, quoi. Pas très longtemps, oui. En fait, j'ai été diagnostiquée en 2011, j'avais 30 ans. Et en fait, j'avais commencé à être humoriste, j'avais 28, un truc comme ça. J'avais un parcours de comédienne, j'avais fait beaucoup de boulot autre, où je travaillais comme auxiliaire de vie scolaire, je faisais des anniversaires pour enfants, des trucs, je jonglais quoi. Et puis je me suis lancée et ça a bien marché. Et je pense en partie aussi parce que j'étais dans une phase un petit peu hypomane aussi, qui était pas trop grave parce que voilà. Mais je pense que mon début de carrière, l'élan que j'ai eu, il est lié quand même aussi aujourd'hui, je peux le dire, un peu aux symptômes de la maladie. Après, quand j'ai chuté, c'était la catastrophe. Mais effectivement, entre mes 18 ans, même je pourrais dire mes 16 ans et mes 30 ans, à chaque fois que j'ai eu des crises, elles n'étaient pas aussi... Elles m'ont mis en rupture forte avec mon entourage, le travail, etc. Mais ça n'avait pas le même... C'était pas une carrière, j'étais en train de construire. Donc en fait, il n'y avait pas de continuité. Là, les gens avec qui j'avais des problèmes de disparition, entre guillemets, quand ils me revoyaient, ils se demandaient qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est là que ça commençait à être un peu compliqué pour moi de ne pas assumer, de ne pas pouvoir dire. Mais en dehors de ça, c'est comme si, il m'arrivait quelque chose, et puis à l'époque, j'étais pas malade, donc je me disais, j'aurais peut-être pas dû fumer ce joint de cannabis, voilà, c'est bon. Et je vais passer à autre chose, et puis c'est bon. Et en fait, quand ça m'est arrivé, alors que je fumais pas de cannabis, que j'avais pas de problème d'addiction particulier, et que tout à coup, tac, ça partait, et je me disais, mais... Et en fait, je pense que vraiment, l'ouverture à ça, ça a été de faire le podcast, en fait, de dire... j'étais pas là et j'étais pas fiable et j'ai fait défaut à ces dates-là et j'ai pas été professionnelle parce que j'avais ça. C'est ça. C'est exactement ça. En plus, ouais, ce qu'on se dit, c'est que quand même, ouais, t'as l'air quand même, de par les réponses, d'être quand même quelqu'un d'assez génial. Merci Alexis. Non mais... T'es pas... Je vais repartir d'ici, je vais être gonflée à bord. Mais ouais, c'est ce qu'il faut, ouais. Mais moi, insigneusement, je suis en train de te monter la tête pour aller retourner sur vous êtes scène. tous invités, ça veut dire 0 € vous payez. Sans les détaxes, 0 €. 0. Ouais, pour de vrai. Mais non, t'as l'air d'être quelqu'un qui match particulièrement bien avec ce lieu. C'est-à-dire des gens qui payent pas de mine, mais ont un univers intérieur. Paye pas de mine, on l'a vu arriver au café là. Paye pas de mine. Donc, tu payes pas le café, je voulais dire. C'était pas paye pas de mine, c'est tu payes pas ton framboise, pop maté framboise, tu l'as pas payé d'ailleurs. Non, c'était très sympa. Tu as une note sur notre tablette. Tu as une dette envers nous vis-à-vis du pigeon, on va pas te lâcher, t'inquiète pas. Et tu payes pas de mine. Ouais, tu payes pas de mine. T'as l'impression que dès que tu touches à un truc, parce que moi j'ai regardé Sous l'océan, il y a vraiment t'as un univers intérieur qui, je suis désolé, t'es pas arrivé là sur le dos d'un dragon,
alors que intérieurement, on a l'impression que tu es sur le dos d'un dragon, pardon, chevauchant avec son aspect loup-garou. Mais est-ce que toi, parce que ça c'est pas facile aussi, quand tu parfois reçois de tes pairs, parce que vous êtes humoriste aussi, c'est ça? De mes mères. Ouais, donc vous êtes une des mères. Est-ce que toi, tu arrives à canaliser justement les conseils et aussi les flatteries qu'on peut te donner? Comme toi C'était pas de la flatterie, c'était hyper sincère. Mais à l'époque, quand tu étais une des meilleures humoristes du moment, peut-être que des gens, effectivement, nous diront plus tard qu'elles te connaissaient. Comment tu gérais justement ce côté très puissant que tu pouvais avoir, qui allait être même trop puissant, et la dose d'humilité qui est nécessaire aussi? Ma question est un peu longue. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Pardon. De toute façon, franchement, j'étais tellement dépressive à côté que l'humilité, elle s'imposait d'elle-même. Ah, C'était ok. hyper chaud, franchement. J'arrivais à être marrante un peu sur scène, et puis dès que je sortais du public, de scène, et qu'on venait parfois m'accueillir, ou des professionnels, etc., j'avais plus de jus, j'étais fatiguée, j'étais plus du tout sociale, j'avais pas envie de parler, j'avais envie d'être dans ma grotte et tout, je me sentais trop mal, je savais pas trop si ça s'était bien passé ou pas, et j'avais besoin d'un sas de décompression que je pouvais pas avoir, et parfois ça s'enchaînait comme ça pendant des heures, etc. Et là, vraiment, je me mettais en danger en réalité, parce que on me proposait de l'alcool, tu veux boire un verre, c'était super. Il y avait un truc comme ça où vraiment, je peux pas dire que je gérais très bien cet aspect-là. Et je pense que l'humilité, quand on se sent d'un coup assez bien avec les gens, et puis après, il y a une espèce de truc où on n'est pas bien, mais n'importe qui, hein, c'est même pas une question de bipolarité. C'est un truc où vraiment, on peut pas avoir le melon, quoi. Mais c'est pas immuable. C'est-à-dire que ça peut Non. changer. Non, oui, mais je pense que c'est surtout, quand on se connaît bien, on peut aménager son espace de travail, son espace de... Mais qu'on soit comédienne ou... Au revoir, vous étiez trop sympa. D'accord. Je reviens, D'accord. je vais juste gérer mon Non, mais que ce soit dans n'importe quel travail, que ce soit artistique ou pas, en fait, je pense que quand on a des problèmes comme ça, que ce soit celui-là ou autre chose, quand on est capable d'être sociable, je sais pas, mettons au maximum 2 heures, et qu'après on a besoin d'une récupération très forte comme ça, bah, il n'y a pas que quand on est comédien que ça pose problème. C'est dans plein de situations que c'est compliqué. Donc en fait, je pense que aménager, enfin, voilà, bien se connaître, aménager ces trucs, et c'est pour ça que moi aujourd'hui, maintenant que je me connais mieux, je sais pas que je me connais très bien, mais je me connais mieux, bah, je pense que les choses après, je vais les créer d'une façon différente. Je pense que la scène, si je reprends les choses, ce sera différemment. Je vais pas, je vais me ménager, quoi. Et comme tu as, par exemple, joué dans des stades à Rennes, ou à Reims, Rennes, tu disais? T'as dit quoi? Tu t'avais joué devant une grosse salle à Reims ou à Rennes? Je me souviens plus. Ah non, à Royan, j'ai joué. À Royan, C'était ouais, à ok. Royan que j'ai fait la Ouais, donc il y a quand même des gens qui t'ont vu, qui te connaissent depuis l'époque. Est-ce que justement sous l'océan, c'est pas un peu justement, mais tu le dis en fait un peu depuis tout à l'heure, mais je voulais vraiment que tu précises, est-ce que c'est une parenthèse qui va te permettre d'aller ailleurs? Est-ce que tu vas le continuer, tu penses, tout le long de ton retour sur scène? Parce que depuis tout à l'heure, on est en train d'un peu percevoir que tu as quand même envie de retourner sur scène. Et de toute manière, tu vas faire le pigeon juste après, donc ça reste une safe place. On n'est pas obligé de faire le pigeon. C'est sûr, c'est sûr. Ah voilà, monsieur à la salopette. Oui. Prochainement, c'est sûr que- Mais on aura peut-être la chance de voir le pigeon, mais sur scène, évidemment, on va pas te mettre en défaut. Et donc voilà, est-ce que justement tu perçois bien ce sous l'océan? Est-ce que ça te rend heureuse? Est-ce que ça te, Bah oui. ça te drive? Bah oui, de rencontrer des gens, enfin, de venir ici, de découvrir qu'il y a des lieux comme ça. Déjà, ça c'est tellement incroyable, un lieu de père et danse où on peut venir être soi, même quand on est un peu en symptômes, un peu fragile, avec les mains qui tremblent, pas forcément à l'aise. Voilà, c'est trop bien. Je peux poser une question. Tout à fait. J'ai une question à la professionnelle de l'humour. C'est comment, en fait, tout simplement, enfin, c'est un syndrome bipolaire ou pas, comment ça se passe d'écrire des textes pour faire rire? Comment, quand tu écrit des textes où vraiment qui étaient bons, ou après c'était vraiment de la bonne matière sur scène, c'est des moments où tu te sentais comment? Enfin, en fait, comment ça me semble dur d'écrire des textes drôles, parce que c'est dur de faire rire.
En gros, comment on travaille, comment on écrit des textes pour faire rire. Alors, Et oui. par ailleurs, du coup, comme voilà, tu as cette maladie. Enfin, une autre question toute simple en maladie, c'est un jour où tu te sens. T'as pas la grosse pêche, TVA, là c'est à même de te mettre à ta table de travail, tu pourras pas écrire un texte drôle ce jour-là, ou est-ce que tu as quand même une méthode, un savoir-faire qui fait que tu peux écrire des textes drôles? J'ai pas de méthode. Non, mais en vrai, je pense que vraiment. Oui, je comprends. Il faut se sentir vraiment, aujourd'hui j'ai la grosse pêche, j'écris un texte drôle, et là aujourd'hui je suis déprimée, bah il n'y a aucune chance pour écrire un texte drôle. Non, mais par contre, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais par contre, tu vois, quand t'es déprimé, quand t'es dépressif, t'as un regard sur le monde qui peut être anecdotique aussi, et tu peux en prendre note pour pouvoir le développer quand justement tu vas mieux, pour que ce que tu donnes à voir soit pas trop triste ou trop. Ça dépend ce que tu recherches aussi, tu vois. Il n'y a pas que l'humour, il y a aussi des spectacles déchirants, prenants, tristes qui sont importants de voir, il n'y a pas de souci. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une écriture de stylo, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que en fait, je pense que je passe pas par l'intellect pour écrire, quoi. Je vais voir une situation qui va m'amuser et je vais la mélanger à quelque chose que j'ai vécu, et en fait tout à coup je vais faire rire ma sœur ou une amie, ou voilà, je vais l'enregistrer et là je vais prendre note. Et si par exemple il y a des tournures de phrases que j'aime bien, je vais noter aussi, puis du coup ça s'ajoute comme ça. Mais moi je suis pas, tu vois, ça c'est très anarchique. D'accord, donc c'est plutôt dans le... Tu le testes et il y a un truc qui a marché, là tu l'utilises pour oui, c'est ça. Pour le et après, à l'époque, oui. Et à l'époque où je jouais régulièrement sur scène, je le testais par petits bouts. C'est-à-dire que je l'intégrais dans mon spectacle d'une heure, ou quand j'allais jouer sur des 10 minutes, je l'intégrais un petit bout pour voir si ça fonctionnait un peu, si ça prenait, et où je pouvais prendre les points d'accroche. Mais c'était plutôt sur du live, c'était pas vraiment stylo, quoi. Mais par contre, il y a une base de... Enfin, après, je restructurais très bien les trucs par écrit, mais si j'ai répondu à ta question. Ouais, t'as une question. Ok. J'ai eu une question. Quelqu'un avait levé la main? C'est pas obligatoire. Il y a une autre question, je vois pas. Quelqu'un? Ah oui, ouais. Peux-tu te lever par inadvertance? Elle a pas envie. Vous avez pas envie? Alors, Allez-y. parlez fort. Moi j'ai une question par rapport au milieu. Comment est-ce que les gens du milieu du théâtre, de la comédie ont pris le fait que tu sois en dépression? Est-ce que tu as eu des grandes tapes dans l'épaule en mode ça va aller, il faut se ressaisir, c'est juste un petit coup de mou? Ou est-ce que les gens étaient plutôt dans le care, dans un peu... Non. Ah, est-ce que le stand-up est une safe place? Pas sûr. Non, pas du tout. Pas du tout safe place. Ah non, pas du tout safe place. Non, mais sans plaisanter, je veux dire, là actuellement, moi ce que je vois, personnellement, là je parle de mon point de vue. Ça n'engage que moi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'humour sur le... Non, c'est juste pour voir s'il n'y a pas des messages, des questions. C'est quand même un milieu où il y a beaucoup de gens qui se moquent, dans le sens littéral du terme. Donc on va attraper quelqu'un du public pour le châtier, se moquer pour pouvoir accrocher, soit sur son prénom ou sur la façon dont il s'habille, même si c'est des choses pas très... Je sais pas comment dire, même si c'est pas forcément le physique ou quoi. Ça c'est quelque chose qui est quand même très propre au stand-up. Il y a quelque chose comme ça que moi j'aime pas. Et après, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, il y a des humoristes vraiment brillants comme Myriam d'ailleurs, mais pas qu'elle d'ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment dans la solidarité, qui ont envie d'être avec les gens, qui veulent s'amuser, qui veulent amuser pour être avec les gens. C'est aussi ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand moi j'ai fait justement la fameuse grosse crise 2011, alors que je commençais un peu à faire mon métier et tout, là non, il n'y a pas de care. Là franchement, les gens ils ont cru que j'étais décédée, et c'était là comme ça, et c'était pas joyeux, c'était pas... Et quand je suis revenue, j'avais grossi, je tremblais, j'étais pas à l'aise, j'avais des problèmes d'élocution parce que j'avais pris un traitement et j'étais dead pour eux, j'étais vraiment... ouais, c'était chaud. Donc non, je pourrais pas dire ça. Mais il y a des pépites, il y a des gens formidables. Mais ils sont pas, c'est pas le milieu, quoi. C'est quelques personnes.
Ouais, Question toute simple, est-ce que tu crois que la bipolarité, au lieu d'être un handicap, a été une clé pour toi pour devenir une stand-up girl? Eh bien, c'est une très bonne question. Mais je pense que ça a été un handicap, mais que parfois, c'est une clé. C'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint aussi l'histoire de créativité. Des fois, mon agitation psychologique, mon agitation, qu'elle soit négative ou positive, elle va nourrir quelque chose que j'utiliserai peut-être plus tard. Mais oui. Je dirais les deux. Si tu devais faire une ligne de baromètre. pourcentage, ouais, un baromètre. Ah bah je te dirais qu'à l'isolement j'étais à pas ouf et que là ça va un peu mieux. Mais ça dépend des périodes justement, c'est cyclotimique, c'est cyclique, c'est... Ah c'est bien comme réponse, merci. Ah merci. Je comprends. Ah oui. J'avais une question au sujet du déménagement de l'Île-de-France vers Rennes du coup. Ouais. Est-ce que ça a joué un rôle sur le rétablissement et ça a fait du bien de changer d'environnement ou ça a changé quoi dans ta vie du coup? Alors donc déjà c'était difficile de changer d'environnement parce que j'avais pas les repères amicaux, etc. Mais je sentais que quand même j'allais vers quelque chose qui n'était pas bon professionnellement. Je sentais que j'avais plus de jus et je sentais que j'allais plus avoir les moyens de vivre tout simplement à Paris. Et donc déjà cette question-là elle s'est posée et ensuite je suis devenue vraiment de plus en plus agoraphobe au point de plus avoir la possibilité de bien circuler à Paris. Ça commençait à faire beaucoup. Et donc comme j'ai été hospitalisée à Rennes et que j'avais quelques accroches là-bas, ça s'est fait comme ça à la suite de l'hospitalisation. Et à l'époque, c'était pas trop difficile de trouver un logement, donc ça s'est fait comme ça. Mais parfois, s'extraire de sa vie, c'est important. Après, je sais pas si déménager totalement, c'est la solution. J'ai quand même fait une dépression. Voilà, j'étais pas dans mon élément au départ. Alors, juste on peut préciser, donc c'est de Rennes à Paris, c'est ça? Non, j'ai quitté Paris pour Rennes. Paris pour Rennes. Ouais. Oh, pardon, excusez-moi, je suis en train de saturer dans ma tête. Ouais. Je vous remercie chaleureusement d'être resté attentif et d'avoir posé autant de questions. C'est top, on n'aura pas le pigeon, mais on pourra le voir peut-être prochainement. Et on l'espère, on tient. On n'a pas le pigeon. Parce qu'on n'a pas le pigeon. Il est 17h, on n'a pas le pigeon. Cette phrase, elle est géniale. Elle est géniale. Mais par contre, tu vas donner tes réseaux pour que les gens puissent aller voir sous l'océan. Je vais le prendre sous les yeux, juste pour qu'on l'épelle, pour que les gens puissent aller voir. Sur Instagram, c'est Carole, avec un E, tiré du bas, Guinel, G-U-I, S comme Sophie, N-E-L comme Laurence. Hop, je le mets sous mes yeux. Et Tac. Spotify, on a podcast. Et le podcast, tu peux le trouver sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, partout. Il n'y a pas besoin d'abonnement. Sur Instagram, il s'agit juste de remplir Carole Guinel. Vous aurez l'orthographe sur notre event Maison Perchée. Et après, vous pourrez naviguer sous l'océan. C'est un autre compte Insta et effectivement disponible du coup sur les plateformes. On t'applaudit chaleureusement parce que franchement... bravo de t'être autant accroché pour peut-être on a l'espoir de te voir sur scène. Avec plaisir. Voilà, et on te donne toute la force et je pense que tout le monde ici sera super content de te voir ce ça. lieu incroyable et merci beaucoup pour votre attention et vos questions, vos regards, votre chaleur. Franchement, ça me fait chaud au cœur et ça me... Pardon. Merci. Tranquille. Merci parce que... merci pour toutes ces émotions. Il reste encore 1 heure d'ouverture de la Maison Perchée. C'est l'occasion de prendre ce qui n'est pas recommandé l'après-midi, un café. Ce qui est recommandé, des boissons froides. Et on va avoir la pub du pomme maté framboise. Je veux une publicité de ce pomme maté framboise. Comment est-il? Le pomme maté framboise. Il est rafraîchissant. Il est pétillant mais pas trop. Il est pas trop sucré. Et toi, t'as pris à quoi? Le Simple énergisant. Le Simple énergisant. Et ben franchement il fonctionne, elle a un teint de pêche. Il n'y a pas de code promo, c'est Maison Perchée et vous savrez avec le sourire. Merci beaucoup. Merci à toi Carole.
Je rappelle qu'on est une association pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et en début d'après-midi. Je leur rappelle de manière très formelle que nous sommes une association, donc que nous vivons sur les dons. Je regarde la caméra, peut-être eye contact. Nous fonctionnons sur les dons. Et donc voilà. Et non, d'ailleurs, on fonctionne sur les dons. Voilà, c'est très simple, hein. Ça peut aller de 10 centimes à 650 millions d'euros, ce qui nous permettrait d'ouvrir beaucoup de cafés, en réalité, comme les McDonald's. Donc voilà, et nous aussi souhaitons ouvrir d'autres maisons perchées sous le principe de l'essaimage, qui est possible grâce à tous les statuts juridiques. Alors, le statut, ça sera franchise sociale. Donc si vous habitez je sais pas où, pas très loin d'ici ou très loin, vous avez la possibilité de poser un dossier pour ouvrir une maison perchée ailleurs. Bon. Les dons, poissons, on a dit. Je vous laisse Grand Berger. Carole, est-ce que tu es encore un peu là? On peut venir te parler un peu de manière informelle ou pas? Tu te reprends un peu de maté, t'as le droit aussi. En catimini à tête reposée avec Carole sur un divan. Voilà. C'est pour les cons ou quoi? Non, voilà. Donc toi, tu seras encore là pour un peu discuter. Oui, tu veux dire, je croyais que c'était par rapport aux questions de... Non, c'est juste de manière plus informelle. Oui, bien sûr, je vais fumer une clope, on parle. Voilà, nous avons fumé une cigarette. Parfait. Merci aux chiens d'avoir été courtois, polis, sympas. Nous ne jugeons pas les animaux, ils ont le droit d'être là. C'est fini là?